Léon Pradé pourrait bien être le plus dangereux adversaire que Dexter ait jamais rencontré. Ce collectionneur milliardaire, passionné par les tueurs en série, organise des dîners, pas avec des artistes ou des politiciens, mais avec de véritables meurtriers. Pourtant, derrière ces soirées étranges se cache une question essentielle. Quel est son véritable plan? Pour comprendre, il faut revenir à ce que nous savons du cas du dépeceur de New York. Ce tueur, jamais arrêté, compte au moins 22 victimes confirmées. Dans l'épisode 6, on voit l'inspectrice Claudette Wallace devant un tableau couvert de photos, de cartes et de chronologies. Ce n'est pas de la simple décoration, c'est le cœur du mystère. Les victimes s'étalent sur plusieurs années, dans des quartiers différents, sans lien apparent sauf la même brutalité méthodique. Un tueur fantôme, disparu sans laisser de traces. Wallace en a fait une obsession. Elle a sacrifié sa carrière, ses relations, tout, pour comprendre. Elle le sait, quelque chose lui échappe, un détail que personne n'a remarqué. Et ce détail pourrait bien être Léon Pradé lui-même. Sa collection privée contient une pince à levier, supposée être l'arme du dépeceur. Il la montre avec un étrange mélange de fierté et de respect. Lorsqu'il parle du tueur, ce n'est pas avec horreur, mais avec admiration, comme un connaisseur devant une œuvre d'art. Pensée Y. La plupart des gens évoquent les affaires criminelles non résolues avec curiosité ou dégoût. Pas lui. Pradé parle du dépeceur comme s'il avait assisté à sa création, comme s'il en connaissait les moindres détails. Peter Dinklage, l'acteur qui l'incarne, a d'ailleurs laissé entendre que Pradé n'a jamais commis de crime violent lui-même, mais aime s'en approcher de très près. Une phrase subtile, mais lourde de sens, il ne tue pas, il orchestrerait. Les fans ont remarqué un autre indice. Pradé a grandi à New York, précisément dans les zones où le dépeceur a frappé. Rien n'est dit explicitement dans la série, mais l'implication est claire. Le jeune Léon vivait là, il a vu la peur, les sirènes, les visages traumatisés. Peut-être connaissait-il même certaines victimes. Deux grandes théories émergent alors. La première, Pradé est le dépeceur. La chronologie correspond, son âge aussi. Posséder l'arme du crime serait le trophée ultime, la signature cachée d'un tueur devenu milliardaire. Qui soupçonnerait un philanthrope admiré, donateur de fondations, d'être un meurtrier d'autrefois? La seconde théorie, quelqu'un de proche de lui, peut-être un frère, était le véritable tueur, et Léon aurait utilisé sa fortune pour le protéger. Cette hypothèse expliquerait sa fascination pour les meurtriers, non pas de l'admiration, mais une culpabilité transformée en obsession. Imaginez, le jeune Léon découvre le secret d'un membre de sa famille, choisit de le couvrir, et consacre toute sa vie à entretenir ce mensonge. Chaque collection, chaque dîner, chaque don public deviendrait une façon de garder le contrôle et surtout, de garder le silence. C'est pour cela qu'il conserve l'arme du crime. Pas comme un trophée, mais comme une preuve sous contrôle. Tant qu'elle est entre ses mains, personne ne peut l'analyser. Pas d'ADN, pas d'empreinte, pas de vérité. Et c'est là que tout devient plus inquiétant. Qu'il soit ou non le dépeceur, Pradé détient le pouvoir de manipuler ceux qui cherchent la vérité, notamment l'inspectrice Wallace. Elle veut des réponses, lui, il les possède. Les fameux dîners de Léon Pradé ne sont pas de simples excentricités de milliardaires. Ce ne sont pas des rencontres mondaines. Ce sont des expériences. Chaque convive est trié sur le volet. Des tueurs, des chasseurs, des esprits brisés qui ont franchi les limites de l'humain. Et Pradé, au centre, observe. Il étudie leur comportement, leurs rituels, leurs interactions comme un scientifique étudierait des spécimens rares. Le showrunner Clyde Phillips l'a décrit comme une toile souterraine, une société secrète où le meurtre devient sujet d'étude, presque d'admiration. Et ce n'est pas une exagération. Autour de Pradé, tout est calculé. Sa garde du corps, Charlie, n'est pas qu'une protection, ancienne des opérations spéciales, formée au combat rapproché, à la dissimulation, à la neutralisation rapide. Ce genre de personne ne garde pas une salle à manger, elle garde une arène. Ces dîners ne sont pas de simples repas. Ce sont des rituels. Pradé place chaque invité en fonction de ses crimes, de ses méthodes, comme s'il dressait une carte vivante du mal. Il crée des confrontations subtiles, pousse les égos à s'entrechoquer, et derrière chaque sourire, il collecte de l'information. Car c'est là son véritable talent, transformer le chaos en structure. Un tueur isolé est une menace. 10 tueurs organisés deviennent un outil. Pradé ne cherche pas seulement à comprendre ces gens, il les utilise. Dans sa vision, les tueurs en série sont une ressource, pas une aberration. Certains d'entre eux veulent être compris. D'autres cherchent un refuge. Pradé leur offre les deux, la reconnaissance et la sécurité. En échange, ils deviennent ses pions. Imaginons la portée de ce réseau. Des tueurs qui communiquent, qui échangent des techniques, qui s'entraident à échapper à la police. Une communauté de prédateurs, liée par un seul centre de gravité, Léon Pradé. Comme une toile d'araignée tissée dans l'ombre,
où chaque fil ramène au même point. Et Dexter? Il ne le voit pas encore, mais il est déjà pris dans cette toile. Pradé le teste, l'observe, tente de comprendre son code moral. Il veut savoir jusqu'où va sa logique, ce qui le retient de devenir un tueur sans règles. Pour Pradé, Dexter n'est pas une menace, il est une pièce rare à étudier. Ce que Pradé construit, c'est plus qu'un cercle d'assassins, c'est une hiérarchie du meurtre. Une organisation où le meurtre devient service, où la violence devient rentable, où les tueurs deviennent soldats d'une cause qu'ils ne comprennent même pas encore. Et plus on regarde, plus on se rend compte que ces dîners ne sont que la surface. Sous la table, il y a des deals, des contrats, des ordres. Pradé achète, vend, influence. Il ne se contente pas de collectionner des objets ou des histoires, il collectionne des vies. Dans cette logique, chaque meurtre n'est plus un acte isolé, mais un investissement. Un moyen de contrôle, de pouvoir, et surtout d'intelligence. Parce qu'au fond, c'est ce que Pradé veut prouver, qu'il est plus intelligent que la loi, que la morale, et que même Dexter Morgan. Dexter n'est jamais entré dans ses dîners comme un simple observateur. Chaque mouvement, chaque sourire calculé, chaque geste est un test. Mais ce que Pradé ne comprend pas encore, c'est que Dexter ne se contente jamais d'observer. Il analyse, évalue et planifie. La première règle de Dexter est simple, survivre. Mais derrière cette règle, il y a une stratégie complexe. Il lit les corps, les regards, les silences. Il détecte les tensions avant qu'elles n'éclatent. Il voit les alliances invisibles et les trahisons latentes. Là où Pradé croit manipuler, Dexter contrepète. Là où il croit anticiper, Dexter prépare sa propre danse. Lors d'une de ces soirées, Pradé introduit un nouvel invité, un tueur particulièrement cruel, ancien médecin, qui transforme la douleur en article. L'instant est tendu. Les convives rient, parlent, mais l'air est lourd. Dexter, immobile, capte chaque détail. Le tic nerveux dans l'œil droit, la position des mains sur le couteau, la fréquence de la respiration. Chaque information devient une pièce du puzzle. Et c'est là que Dexter démontre sa supériorité, sa logique. Alors que Pradé croit avoir mis tous ses pions en place, Dexter voit le schéma complet. Il comprend les motivations, les limites, les risques et surtout les angles morts. Il reconnaît que Pradé est un génie tactique, mais qu'il laisse toujours un espace où la prudence et le calcul peuvent l'emporter. Dans cette pièce, chaque parole prononcée, chaque silence respecté, devient un outil. Dexter ne se laisse jamais surprendre par l'émotion, il analyse l'émotion des autres. Il comprend ce qui motive le crime, ce qui freine la folie, et ce qui pourrait être exploité pour survivre ou pour contrôler. Mais la vraie épreuve n'est pas les invités, ni leurs histoires sanglantes. La vraie épreuve, c'est Pradé lui-même. Il observe Dexter, teste ses limites, pousse subtilement, crée des situations où le code moral de Dexter est mis à l'épreuve. C'est un jeu de réflexes psychologiques. Qui cédera, qui prendra le dessus, qui trahira l'autre. Dexter reste calme, mais à l'intérieur, chaque cellule de son cerveau fonctionne à pleine puissance. Il sait que chaque mouvement peut décider de sa survie. Il anticipe, simule des scénarios, évalue les conséquences. Et peu à peu, une tension invisible se crée. Le maître de l'organisation commence à ressentir la présence de quelqu'un capable de l'égaler, voire de le surpasser dans son domaine. C'est dans ce silence calculé que Dexter montre sa différence. Il n'est pas juste un tueur. Il est un analyste, un stratège, un maître de l'ombre. Et ce qui distingue Dexter de tous les autres, même des plus intelligents autour de Pradé, c'est qu'il ne se laisse jamais piéger par l'ego. Là où Pradé manipule pour briller, Dexter manipule pour survivre. Là où Pradé veut la gloire, Dexter veut le contrôle. En conclusion, cette soirée révèle une vérité fondamentale. L'intelligence n'est pas seulement dans la puissance ou le pouvoir, elle réside dans la capacité à rester invisible, à comprendre avant d'agir, à voir ce que les autres ignorent. Et dans cette arène, Dexter Morgan prouve une fois de plus qu'il n'est pas seulement un prédateur, il est plus intelligent que tous ceux qui l'entourent. Dexter pensait que disparaître au milieu de l'ouragan avait mis fin à toutes ses responsabilités. Il avait choisi l'isolement, la solitude et l'anonymat comme rempart contre son passé. Pourtant, l'arrivée de Harrison bouleverse cette illusion. Le garçon n'est pas seulement son fils, il est le miroir vivant de tout ce que Dexter a essayé de fuir. Harrison n'est pas naïf. À 16 ans, il a déjà traversé des épreuves qui forgent l'intuition et la résilience. Il cherche son père non pas pour la curiosité, mais pour comprendre, confronter et défier l'héritage qu'il a reçu. Dexter, de son côté, réalise que toutes ses stratégies, ses plans de protection, ses manipulations pour tenir son « passager noir » à distance, ne sont plus suffisantes. Leur première rencontre à Iron Lake est un choc. Harrison le regarde droit dans les yeux, mélange de colère, de douleur et d'espoir. Dexter tente le détachement,
propose de l'argent pour un bus, mais ce geste, censé protéger, ne fait qu'exposer sa vulnérabilité. La vérité devient claire, il ne peut plus fuir. Chaque action qu'il entreprend pour contrôler la situation se heurte à l'intelligence et à la détermination de son fils. Analytiquement, ce moment est crucial. Dexter comprend que l'instinct et la stratégie de Harrison reflètent sa propre méthode, mais avec une pureté et une audace que Dexter n'avait pas anticipées. Le code de Harry, qu'il a transmis, pourrait devenir un outil ou un piège. La tension monte. Chaque décision influence non seulement la sécurité immédiate de Harrison, mais aussi l'équilibre moral que Dexter essaie de préserver. Le dilemme est simple mais dévastateur. Enseigner le code pour canaliser l'obscurité de son fils, ou le protéger de cette même obscurité en maintenant la distance. Dexter réalise que, malgré ses calculs, l'ombre de son héritage est inévitable. L'intelligence, pour lui, ne réside plus uniquement dans la dissimulation ou la planification. Elle se mesure désormais à la capacité de gérer les conséquences émotionnelles et morales de ses choix. À travers ces confrontations, un constat émerge. La vraie menace n'est plus seulement externe, ni ennemi, ni policier, ni manipulateur comme Miguel Prado. La véritable épreuve est interne, incarnée par Harrison. Chaque regard, chaque parole, chaque silence devient un test. Dexter doit anticiper non seulement les actions de son fils, mais aussi ses réactions émotionnelles et morales. Il est confronté à un adversaire intelligent, mais aussi vulnérable, et cela change les règles du jeu. Dans ce cadre, Dexter comprend que l'intelligence n'est pas simplement la capacité à tuer ou à manipuler, elle est la capacité à prévoir, à protéger et à évaluer les conséquences à long terme. Harrison devient ainsi une force qui le pousse à repenser sa propre morale, son code et la définition même de ce que signifie être un père. Ce chapitre montre une vérité fondamentale. L'héritage n'est pas seulement biologique, il est moral et stratégique. Chaque décision de Dexter envers Harrison influence non seulement le présent, mais façonne aussi l'homme que son fils deviendra. La solitude et l'anonymat ne suffisent plus à contrôler le cours des événements. Dexter doit désormais naviguer dans un terrain où le calcul rencontre l'émotion, où la stratégie rencontre l'amour et la responsabilité. En conclusion, le poids de l'héritage est lourd, mais nécessaire. Dexter Morgan apprend que la véritable intelligence consiste autant à comprendre les autres qu'à comprendre soi-même. Harrison n'est pas seulement un défi, il est un miroir, une leçon et, paradoxalement, une opportunité de rédemption dans un monde où l'obscurité peut se transmettre de génération en génération. Harrison n'est plus un simple enfant perdu à la recherche de son père. Son retour à Iron Lake marque le début d'une transformation. Chaque geste, chaque question et chaque observation révèle une intelligence hors du commun, une capacité à lire Dexter et à anticiper ses réactions. Là où Dexter a passé des années à contrôler son environnement, Harrison montre qu'il peut comprendre, analyser et même déjouer les plans de celui qu'il appelle papa. Narrativement, cette dynamique inverse les rôles habituels. Dexter, maître de la manipulation et du calcul, se retrouve confronté à quelqu'un qui connaît ses méthodes par instinct. Harrison ne se contente pas de chercher la vérité, il cherche à comprendre les limites de son père, à tester la frontière entre le bien et le mal, à discerner le code de Harry du simple désir de tuer. Analytique, ce chapitre met en lumière une tension psychologique majeure. Harrison agit comme un catalyseur. Il force Dexter à confronter les conséquences morales de ses actes et à envisager l'impact de son passager noir sur une nouvelle génération. Chaque décision devient un dilemme. Enseigner le code pour canaliser la violence ou protéger Harrison en l'éloignant de cet héritage. La stratégie ne consiste plus seulement à échapper à la loi, mais à prévoir les répercussions psychologiques sur son fils. Le retour de Harrison apporte aussi un paradoxe émotionnel. Dexter ressent un mélange d'admiration et de peur. Admiration pour la perspicacité de son fils, capable de suivre ses traces avec précision, et peur de constater que l'obscurité qu'il a si longtemps contenue peut renaître et se manifester à travers Harrison. Cette dualité constitue le cœur de la tension dramatique. L'intelligence du fils devient à la fois un atout et une menace. La relation père-fils prend une dimension stratégique. Dexter doit évaluer chaque interaction, chaque mot et chaque geste. Harrison ne se laisse pas impressionner par l'autorité ou les ruses. Il agit avec logique, éthique et détermination. Narrativement, cela transforme l'histoire. Le prédateur devient vulnérable, le mentor est mis à l'épreuve, et le fils devient un agent actif dans le récit, capable de changer le cours des événements. L'analyse psychologique révèle également un apprentissage mutuel. Dexter observe Harrison non seulement comme un héritier potentiel, mais comme un miroir de ses propres forces et faiblesses. Chaque action de Harrison met en lumière les failles de Dexter, sa peur de perdre le contrôle, son incapacité à créer une vie normale et la persistance de son passager noir. Cette confrontation met en évidence que l'intelligence ne se mesure pas uniquement par la capacité à tuer ou manipuler, mais par la capacité à anticiper, comprendre et agir avec discernement dans des situations complexes et émotionnellement chargées.
Finalement, ce chapitre montre que l'éveil de Harrison n'est pas seulement narratif, il est symbolique. Il représente le passage d'une innocence apparente à une conscience aiguë du monde, de la moralité et de l'héritage paternel. Pour Dexter, c'est une leçon amère. Il ne peut plus contrôler le cours des événements, il ne peut plus isoler son fils de la réalité du monde. Chaque décision comporte des risques, et chaque interaction est une chance pour Harrison de comprendre la vérité sur son père et sur lui-même. En conclusion, l'éveil de Harrison transforme le récit de Dexter Morgan. L'histoire ne se limite plus à la survie d'un assassin méticuleux. Elle explore la complexité de l'héritage, de la moralité et de l'intelligence dans un contexte familial et criminel. Dexter est confronté à l'irréversible. Son fils n'est pas seulement un observateur, il est un acteur. Et dans ce jeu de stratégie et d'émotion, chaque mouvement est décisif, chaque choix porte des conséquences durables et profondes. La tension atteint son paroxysme lorsqu'Harrison et Dexter se retrouvent face à face dans la cabane isolée. Ce moment n'est pas seulement physique, il est psychologique. Chaque regard, chaque geste, chaque respiration révèle une lutte silencieuse entre expérience et instinct, entre maîtrise et intuition. Harrison n'est plus l'enfant que Dexter pouvait protéger ou guider. Il est un adversaire intellectuel capable de déceler les moindres failles de son père. Narrativement, la scène illustre une inversion de rôle. Dexter, maître manipulateur, se retrouve vulnérable face à l'intelligence et à la détermination de Harrison. Loin de se limiter à un simple conflit émotionnel, cette confrontation explore la complexité des dynamiques père-fils, où l'amour, la peur et la moralité s'entrelacent. Chaque parole échangée agit comme un test. Harrison cherche à comprendre la vérité sur le code de son père, sur les décisions qui ont façonné sa vie et sur l'obscurité qu'il a héritée. Analytique, cette confrontation met en évidence plusieurs enjeux. D'abord, la responsabilité morale de Dexter. Jusqu'où peut-il protéger Harrison sans lui mentir ? Chaque justification devient une analyse stratégique. Chaque geste doit équilibrer la protection et la vérité. Ensuite, l'intelligence d'Harrison se manifeste dans sa capacité à anticiper les réactions de Dexter, à comprendre que l'homme qu'il admire n'est pas infaillible. C'est une intelligence stratégique et émotionnelle, rare chez un adolescent, qui met Dexter sur la défensive. La confrontation révèle aussi le dilemme de Dexter. Il peut fuir, manipuler ou utiliser son fils pour maintenir le contrôle, mais aucune de ces options n'est véritablement viable. Harrison agit avec clarté et détermination, sans se laisser impressionner par le passé criminel de son père. Il questionne les limites du code, les choix moraux de Dexter et l'impact de son héritage. Chaque phrase prononcée devient une épée psychologique, chaque silence un jugement implicite. Narrativement, ce chapitre transforme le récit. Il ne s'agit plus seulement de cacher un secret, mais de négocier un espace de confiance et de vérité. Dexter réalise que le jeu du prédateur n'est plus suffisant. Il doit confronter ses propres choix, accepter les conséquences de ses actions et reconnaître que Harrison est désormais actif dans sa propre histoire. La confrontation devient un miroir. Dexter voit dans son fils les mêmes capacités, le même potentiel destructeur et la même soif de justice. Analytique, cette scène met en lumière la tension entre l'instinct et la moralité. Harrison représente la conscience que Dexter a longtemps réprimée, la possibilité de voir les conséquences de ses actions sur ceux qu'il aime. Chaque décision de Dexter influence non seulement sa survie, mais aussi la construction morale et psychologique de Harrison. L'intelligence du fils devient un catalyseur de transformation pour le père, obligeant Dexter à évaluer ses choix avec un niveau de lucidité inédit. En conclusion, la confrontation entre Dexter et Harrison n'est pas simplement un moment dramatique, c'est un point de bascule narratif et analytique. Elle montre que la véritable maîtrise ne réside pas dans le contrôle absolu, mais dans la compréhension, l'anticipation et l'acceptation des limites. Harrison n'est pas seulement un héritier de l'ombre de son père, il est un révélateur de sa vulnérabilité, un défi à son intelligence et un acteur capable de réécrire les règles du jeu. La tension entre eux ne fait que commencer, et le chemin vers la réconciliation ou la rupture reste imprévisible, chargé de conséquences profondes et irréversibles. Après la confrontation initiale, Dexter réalise que la présence de Harrison n'est plus un simple défi, mais un catalyseur de réflexion morale et stratégique. L'adolescent observe, questionne et apprend à chaque instant, et Dexter, fidèle à sa nature calculatrice, doit adapter sa vigilance pour ne pas révéler plus qu'il ne le souhaite. La dynamique père-fils devient un jeu subtil de contrôle et d'influence, où chaque action et chaque parole pèsent lourdement sur l'équilibre psychologique de Harrison. Narrativement, ce chapitre explore la tension entre l'enseignement et la protection. Dexter veut transmettre son code, ses règles et sa discipline, mais chaque leçon contient le risque d'exposer Harrison à l'obscurité qu'il cherchait autrefois à éviter. Le lecteur ou spectateur est confronté à un dilemme central. L'héritage du père est-il un outil de survie ou une malédiction inévitable ? La narration met en évidence que la transmission d'un savoir moral ambigu n'est jamais neutre. Elle transforme l'élève en acteur actif, capable de réfléchir et de décider indépendamment. Analytique, cette phase révèle plusieurs aspects clés.
Premièrement, la tentation. Dexter ressent la nostalgie de son ancienne vie de prédateur, mais cette fois, les enjeux sont plus élevés. Harrison est maintenant impliqué, et chaque action du père peut éveiller chez le fils les mêmes instincts meurtriers. Deuxièmement, le contrôle limité. Dexter comprend que malgré sa maîtrise et son expérience, il ne peut pas protéger Harrison de tout, ni anticiper toutes ses réactions. La logique et l'émotion s'entremêlent. Chaque décision est un équilibre fragile entre sécurité et vérité. Narrativement, le chapitre met en lumière la complexité du mentorat. Dexter n'est plus simplement le prédateur invisible, il devient un guide moral imparfait. Harrison apprend à observer les motifs, à analyser les comportements et à anticiper les conséquences des actes. La relation se transforme en une simulation de choix moraux, où l'adolescent expérimente les limites de son héritage tout en confrontant son père à la réalité de ses propres décisions. Analytique, ce moment illustre également la question de l'identité et de l'autonomie. Harrison, bien que jeune, développe une conscience aiguë de son environnement et des implications du code paternel. Il comprend que la ligne entre justice et instinct meurtrier est fine et que chaque choix de Dexter influence non seulement sa survie, mais aussi la construction éthique et psychologique de son fils. La tension narrative s'intensifie. Dexter ne peut plus agir avec la même impunité, et Harrison n'est plus un simple spectateur passif. Enfin, ce chapitre souligne l'héritage complexe de Dexter. Ce n'est pas seulement la maîtrise du meurtre ou le code de Harry, mais aussi la capacité de faire face aux conséquences émotionnelles et morales. Chaque décision prise dans ce contexte agit comme un test, non seulement pour Harrison, mais pour Dexter lui-même. Le mentorat devient un miroir, reflétant à la fois la force et la vulnérabilité de chacun. En conclusion, le chapitre 7 développe la notion que l'intelligence, la discipline et la vigilance sont essentielles, mais insuffisantes pour contrôler pleinement un héritage aussi sombre. Harrison n'est plus un simple observateur, il est devenu un agent actif, capable de défier, d'apprendre et de tester les limites de son père. La tension entre héritage et autonomie, contrôle et influence, devient le moteur principal de cette nouvelle phase de l'histoire. Avec le retour de Harrison dans la vie de Dexter, le code de Harry cesse d'être une simple directive intérieure. Il devient un terrain d'expérimentation morale et psychologique. Dexter se rend compte que chaque action de son fils pourrait déclencher des conséquences imprévues. Narrativement, le chapitre explore cette tension entre apprentissage et danger, où le mentor doit équilibrer la transmission de son savoir et la protection de l'innocence relative de Harrison. Le jeune adolescent observe attentivement les gestes de son père, les choix subtils et les silences calculés. Pour Harrison, chaque détail devient une leçon implicite, une analyse des règles et des exceptions du code de Dexter. Narrativement, cette phase est essentielle. Le lecteur comprend que le passage de l'ombre à la lumière, ou vice-versa, n'est jamais clair. Dexter est conscient que son enseignement pourrait éveiller chez Harrison la même soif de contrôle et de justice personnelle qui a guidé sa propre vie. Analytique, ce chapitre met en évidence trois dynamiques principales. Transmission de l'expérience. Dexter tente d'inculquer à Harrison les principes du code, mais chaque leçon comporte le risque d'influencer les instincts meurtriers de l'adolescent. Le lecteur est témoin d'un apprentissage conditionnel, où la morale et la stratégie s'entremêlent. Rébellion potentielle. Harrison n'est pas un élève passif. Sa curiosité et son intelligence posent un défi constant à son père. Chaque action de Dexter est analysée, chaque décision remise en question, et le code lui-même devient objet de débat et de réflexion. Équilibre émotionnel fragile. Dexter lutte pour maintenir sa façade de contrôle, mais l'attachement à Harrison introduit une vulnérabilité émotionnelle inédite. Cette tension narrative souligne que même un prédateur méthodique ne peut totalement séparer instinct et sentiment. Narrativement, le chapitre illustre aussi la complexité de l'identité héritée. Harrison n'est pas simplement le fils de Dexter, il est un miroir actif de la part sombre du père. Les décisions prises par Dexter ne façonnent pas seulement la sécurité immédiate, elles tracent la ligne de conduite morale que Harrison pourrait suivre. Chaque choix devient un test, non seulement pour l'efficacité du code, mais pour la capacité de Dexter à préserver ce qu'il reste d'humain en lui et dans son fils. Analytique, le code de Harry est examiné sous un nouveau prisme. Ce n'est plus seulement une règle pour éliminer des criminels, c'est un instrument de contrôle et de prévention, dont l'efficacité dépend de la compréhension et de l'interprétation de l'apprenti. Dexter réalise que le code peut être mal appliqué, mal compris ou même volontairement détourné. La tension narrative atteint son apogée lorsqu'Harrison commence à poser des questions sur la justice, la vengeance et le choix de vie, forçant Dexter à réévaluer chaque principe et chaque méthode qu'il a enseigné. Enfin, ce chapitre démontre que l'intelligence et la ruse, caractéristiques de Dexter, ne suffisent pas à garantir le contrôle total. La présence de Harrison transforme chaque décision en dilemme moral, et le code devient un test permanent d'éthique et de stratégie. L'histoire montre que même le plus calculateur des personnages peut être défié, non par un ennemi extérieur, mais par le miroir de sa propre descendance.
L'arrivée de Harrison dans la vie de Dexter transforme le quotidien du père en un champ de tension constante. Narrativement, ce chapitre met en lumière la rencontre entre héritage et instinct, où la noirceur et la sagesse coexistent, mais de façon instable. Chaque geste de Dexter est observé, chaque parole pesée, et le jeune garçon agit comme un révélateur des faiblesses paternelles. Analytique, le chapitre souligne 3 aspects cruciaux. Harrison comme reflet du passé. Le jeune adolescent ne se contente pas d'apprendre, il imite, questionne et teste. Il devient le miroir du passager sombre de Dexter, montrant que les instincts hérités peuvent subvertir le contrôle même du plus expérimenté des prédateurs. Fragilité du code, la méthode de Harry, jadis inflexible, montre ses limites. Chaque leçon donnée à Harrison comporte un risque que les enseignements soient mal interprétés ou détournés, exposant Dexter à des conséquences inattendues. Le code devient moins une règle absolue qu'un outil flexible soumis à la psychologie de l'élève. Épreuve morale et émotionnelle. La proximité avec Harrison déclenche chez Dexter des émotions qu'il pensait avoir mises de côté. La peur de nuire à son fils et la culpabilité de ses choix passés introduisent une tension qui dépasse la logique et la planification, mettant en avant l'humanité derrière le prédateur. Narrativement, ce chapitre explore la confrontation inévitable. Dexter réalise que le contrôle qu'il croyait d'avoir sur sa vie et sur son fils est désormais illusoire. Harrison, doté d'une intelligence et d'un instinct affûté, remet en question non seulement les actions de Dexter, mais aussi sa morale et son autorité. Le lien entre père et fils devient un champ de bataille psychologique, où chaque décision pèse sur leur avenir commun. Analytique, la scène culmine sur la tension entre liberté et influence. Dexter doit naviguer entre le désir de protéger Harrison et la nécessité d'éviter de le corrompre. Le chapitre montre que l'intelligence, même supérieure, ne garantit pas la maîtrise des conséquences émotionnelles et éthiques. L'héritage sombre de Dexter, transmis partiellement à Harrison, agit comme un catalyseur. Ce que le père cherche à contrôler devient un agent d'instabilité. En conclusion, ce chapitre établit le point critique de la série New Blood. La noirceur n'est pas seulement personnelle, elle se transmet et se reflète dans les interactions humaines. Harrison n'est plus un simple enfant, il est un adversaire intellectuel et moral, et la relation entre père et fils devient le véritable champ de bataille du récit. Narrativement, ce chapitre commence avec l'intensification de la tension entre Dexter et Harrison. Les choix passés de Dexter, ses manipulations et son retrait forcé ont façonné un terrain instable. Harrison, désormais conscient de la dualité de son père, ne cherche plus seulement la réconciliation. Il teste, mesure et confronte. Chaque échange entre eux devient un combat psychologique, où l'amour se mêle à la méfiance, et où la vérité de Dexter est mise à nu. Analytique, 3 axes structurent ce chapitre. Le poids des décisions passées. Dexter comprend que ses choix, abandonner Harrison, manipuler Miguel Prado, échapper aux autorités, ont créé une chaîne d'événements qu'il ne peut plus contrôler. Analysé froidement, on voit que la vie de Dexter est un système fragile, où chaque erreur passée ressurgit sous forme de conséquences émotionnelles et pratiques. Harrison comme agent de vérité. La confrontation révèle que le jeune garçon n'est pas simplement un héritier du passager sombre, mais aussi un catalyseur de lucidité pour Dexter. Chaque question qu'Harrison pose, chaque accusation, oblige Dexter à affronter la réalité de ses actes. L'intelligence de Harrison agit comme un miroir, exposant les incohérences et la fragilité morale du père. La fin comme catharsis narrative. La scène finale dans le bois devient une métaphore directe du cycle de violence et de rédemption. L'acte de Harrison, qui met fin à la vie de son père, n'est pas seulement dramatique, il est symbolique, montrant que même les prédateurs les plus méticuleux peuvent être dépassés par ceux qu'ils ont cherché à protéger ou contrôler. Analytique, ce passage illustre que la maîtrise et la puissance sont toujours conditionnées par la conscience morale et les liens humains. Narrativement, l'émotion domine. Dexter accepte enfin son destin, sa voix brisée par l'amour et la peur de nuire. Harrison, confronté à la complexité de l'homme qu'il aimait et craignait, agit avec un mélange de justice et de libération. Le lecteur-spectateur est témoin d'un déroulement inévitable, où le code, le sang et l'héritage de Dexter convergent vers un point final irréversible. Analytique, ce chapitre confirme plusieurs conclusions. Même l'intelligence supérieure et l'expérience ne garantissent pas le contrôle total. L'émotion et l'héritage moral peuvent surpasser la planification. La relation parent-enfant peut devenir un terrain de confrontation éthique et psychologique, où l'amour et la responsabilité se heurtent aux instincts. La noirceur héritée ou transmise n'est pas seulement un danger, elle est aussi un révélateur de vérité. Harrison découvre l'homme derrière le masque, et le récit s'achève sur la lucidité douloureuse de l'héritage de Dexter. En conclusion, chapitre 10 clôt la tension dramatique de Dexter New Blood. Le prédateur méticuleux est confronté à son plus grand défi, l'héritage qu'il a involontairement transmis. Harrison n'est plus un simple enfant. Il est un juge, un miroir et un catalyseur de la vérité. La série souligne ainsi que la maîtrise intellectuelle et la moralité sont deux forces distinctes,
et que même le plus intelligent peut être dépassé par l'amour et la responsabilité. Pour ne rien manquer des secrets, analyses et révélations du monde de Dexter Morgan, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne L'Heure de Dexter. Activez la cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos et continuez à explorer l'univers sombre et fascinant de Dexter.